bonjour à tous et bienvenue à cette conférence Star Wars Universe. Bon, on va parler à la fois, faire un petit retour sur l'épisode 7 et les critiques qui ont pu être faites sur le film. On va parler du nouvel univers étendu et on finira sur Rogue One. Alors, bon, on va commencer par se présenter peut-être. Donc Emmanuel, à ma droite. Oui, alors moi c'est Utini sur le forum. Sur le site Star Wars Universe, je m'occupe d'un peu tout, un petit peu multitâche. Non, je fais surtout ce qui est vintage. Je me concentre sur les collections vintage, les figurines vintage, un petit peu de fan art aussi. Mais essentiellement ce qui est vintage. Si vous avez récupéré une carte à collectionner qu'on distribue chaque année avec Kylo Ren, c'est monsieur qui l'a dessinée. Donc voilà, n'hésitez pas à venir lui demander. Voilà, il y en a au fond, quelqu'un qui fait signe. Et à ma gauche, nous avons Adrien. Donc moi c'est Lane sur les forums, Lane Angsu, et je co-gère la partie littérature, donc je suis surtout spécialisé dans les comics Star Wars, ce qui m'empêche pas de dévorer aussi les romans. Et de mon côté, c'est Simon, alias Skycard et Captain Tabouret. Bonjour. Forcément un site, faut vraiment se remarquer. Moi je fais surtout des actus sur les Lego, sur des fanarts aussi, sur un peu plein de trucs aussi. Et je vais servir de présentateur pour cette conférence. Donc on va commencer de suite avec donc, le réveil de la Force. Un petit mot sur le box-office, plus de 2 milliards de recettes. Ça a été assez rapidement le troisième film le plus rentable, qui a récupéré le plus d'argent de l'histoire du cinéma, avec toujours Avatar et Titanic devant. Après, si on compte l'inflation, bon, il est que 9ème, ça reste dans le top 10, c'est pas mal. Pas mal de récompenses aussi, j'avais noté Empire Awards, MTV Movie Awards, Visual Effects Society, mais aucun Oscar. Et puis surtout d'un point de vue public, quand on discute avec les gens, comme vous avez pu le voir aussi dans le documentaire de tout à l'heure, il y a des critiques qui reviennent assez régulièrement. Et on va en parler de suite. Qu'est-ce qu'on reproche au film ? Alors c'est vrai qu'il y a des critiques qui reviennent, même si les critiques presse sont généralement positives. Beaucoup reprochent au film, par exemple, de n'avoir aucune musique vraiment marquante. On leur reproche aussi d'avoir des personnages qui sont pas vraiment charismatiques, auxquels on a peut-être un peu de mal à s'attacher. Rey et Finn, par exemple, sont très très forts au sabre laser, sans avoir eu la moindre formation, donc on se dit, tiens, c'est un petit peu bizarre. Ah, Finn a quand même eu un entraînement de Stormtrooper. Effectivement, mais pas au sabre laser. On peut penser qu'il a utilisé plusieurs armes dans son entraînement. On reproche aussi que la bande originale n'est pas aussi bonne qu'on l'aurait attendu. On ne comprend pas très bien le contexte politique, surtout au début, disons qu'il y a le déroulant qui donne quelques idées, mais le contexte politique n'est pas toujours très clair. T'inquiète pas, je vais donner des indications là-dessus. On y reviendra, oui. Et puis, on lui reproche beaucoup de fanservice. Ça, c'est le truc qui revient souvent. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un remake, en fait, voire un remake déguisé de l'épisode 4. En même temps, un fermier, quelqu'un d'assez pauvre sur une planète désertique, qui rencontre un droïde qui a des plans secrets à l'intérieur, qui rejoint une sorte de rébellion, de résistance, on ne sait pas trop, et qui a un destin, qui rencontre des Jedi, il y a quelque chose. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est un sujet qui fait débat, si on suit les forums, c'est vraiment un sujet brûlant, cette idée de remake. Il y a des avis qui sont vraiment très très tranchés là-dessus. Alors, certains parlent de reboot. Alors, on va dire déjà nettement, c'est pas un reboot. Parce qu'un reboot, c'est reprendre une franchise au début. Man of Steel, clairement, c'est un reboot. Batman Begins, c'est un reboot. Amazing Spider-Man, c'est un reboot. Mais pas le réveil de la Force, puisqu'on retrouve des personnages et des acteurs qu'on a déjà connus auparavant. C'est réellement une suite. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est un remake ? Alors, il faut être clair. Quand Abrams, que son équipe de production, ils ont voulu faire un film à la sauce Star Wars, à la sauce trilogie, c'est-à-dire à la sauce Guerre des Étoiles. Et c'est clairement assumé parce qu'ils ont repris l'ambiance, ils ont repris des designs, ils ont repris le dynamisme, ils ont repris vraiment des éléments marquants de ce qu'on a connu dans les années 70 en matière de Star Wars. Il faut reconnaître que, effectivement, le réveil de la Force sur ce point-là manque un peu d'originalité, manque un peu de créativité visuelle. On peut évoquer d'ailleurs le fait que les designers pour le film se sont servis de beaucoup de designs qui avaient peut-être été rejetés à l'époque, des designs de Ralph McQuarrie,
Ce qui lui donne à ce film un petit côté trilogie, un petit côté vintage assumé. Mais c'est vrai que ça sent bien la ressemblance avec l'épisode 4. Au niveau des vaisseaux, par exemple, on peut parler des X-Wing qui sont des X-Wing, des TIE Fighters qui sont des TIE Fighters et des destroyers de l'Empire qui ressemblent quand même beaucoup à des destroyers de l'Empire. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui sont qui rappellent, qui sont ressemblantes. Il y a également des idées à travers le scénario qui sentent, on va dire, le remake. Le début sur la planète désertique, tu l'as cité, qui lance l'histoire des héros, les personnages principaux qui se retrouvent dans la base ennemie et qui vont sauver l'héroïne, le vieux mentor, en l'occurrence, bon, on ne dit pas son nom parce que peut-être certains ne l'ont pas vu, le vieux mentor qui disparaît durant le film, les héros qui rejoignent la base rebelle, le droïde qui contient les plans secrets de l'arme ou en l'occurrence la carte, qui est abandonnée sur la planète désertique, et puis la super arme. Alors ça, la super arme, c'est vraiment ce qui fait remake. Les similitudes vraiment avec Un Nouvel Espoir sont extrêmement claires. Le schéma est le même, rébellion, résistance contre Empire ou Premier Ordre. Et on peut faire aussi d'ailleurs un gros parallèle avec le retour du Jedi, avec la fin du retour du Jedi, lorsqu'il y a cette attaque sur la super arme, sur Starkiller à la fin. C'est vrai que le plan est un peu le même. Oui, il faut qu'il y ait une équipe au sol qui aille couper les boucliers et C'est une ça. équipe qui va descendre la super arme. Voilà, plus un combat au sabre laser également en parallèle. Alors, pourtant, il y a quand même de nettes différences entre le réveil de la force et Un Nouvel Espoir au niveau de la structure narrative, même si le schéma reste très proche. Tout ce qui se passe sur Jakku, par exemple, dans le réveil de la force, c'est inédit. C'est des situations qu'on n'a pas du tout vues, qui diffèrent radicalement de ce qu'on a connu dans les films précédents. On est très loin de la situation, quand on est sur Jakku, on est très loin de ce qu'on a connu entre Luke et Obi-Wan. On est loin de l'astroport de Mos Eisley, on est loin de toutes ces choses-là. Il n'y a rien d'approchant finalement de la course-poursuite dans le désert de Jakku avec les vaisseaux. Au niveau de la cantina de Maskanata, enfin c'est la cantina, le château de Maskanata qui rappelle beaucoup la cantina quand même. Absolument, j'y reviendrai. On va en parler un instant. C'est vrai que c'est une référence à la cantina, mais quand on regarde un petit peu cette séquence, on se rend compte que l'ambiance n'est pas du tout la même. La scène a son ambiance propre, les créatures sont très différentes, et Maz elle-même, c'est un personnage inédit, parce que on sait qu'elle est très âgée, on sait qu'elle connaît la force, on sait qu'elle n'est pas un Jedi. Ça C'est ressemble vraiment... presque à Yoda quand même. Tout à fait, elle a pu le connaître, on peut l'imaginer, mais en fait c'est un personnage qui est totalement inédit. Elle n'est pas très grande, elle parle Oui. un peu bizarrement, elle a des petites Oui, manières. tout à fait. Mais c'est un personnage clairement différent de Yoda et de ce qu'on a connu dans les épisodes précédents. Il y a également le flashback de Force. Alors ça on dit oui, ça rappelle la séquence de l'arbre dans l'Empire contre-attaque. Mais là encore, c'est inédit parce que ça ne vise pas du tout le même objectif. C'est une approche très différente de ce qu'on a connu. Idem pour la bataille aérienne. Alors, la base de la résistance, là je l'accorde, ça ressemble beaucoup à la base de Yavin 4, oui, clairement. Mais bon, le contexte, là encore, n'est pas du tout le même. On parlera du contexte très bientôt, puisqu'on va aborder les grandes questions qui se posent dans cet épisode 7. Comme on l'a dit, finalement, le texte défilant du début ne nous apprend pas grand-chose sur la situation galactique. Qu'est-ce que c'est que ce premier ordre? Qu'est-ce que c'est que cette résistance? Adrien, est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc on a déjà quelques éléments de réponse à ce sujet. On sait que le Premier Ordre a émergé des vestiges de l'Empire tel qu'on a pu le voir dans l'épisode 6. La résistance, même si son but premier n'était pas celui-là dans le film, a comme but de combattre ce Premier Ordre. J'aimerais pouvoir vous en dire plus, parce qu'il y a un roman à ce sujet qui se passe 6 ans avant le film qui sort ce mardi. Sur Star Wars Universe, on a eu la chance de pouvoir le lire en avant-première. Donc je sortirai ce mardi sur Star Wars Universe un article très complet qui dévoile un grand nombre d'informations sur le contexte de l'épisode 7, un grand nombre d'informations sur le contexte politique, sur la famille, les familles Solo, Skywalker, plein d'infos sur des personnages qu'on voit dans le film, mais je ne peux pas trop en dire. Donc en gros, si quelqu'un te kidnappe et te torture cet après-midi, tu pourras toujours pas rien dire. Non. Essayez peut-être, ça vaut le coup. Donc le roman en question, il s'appelle Bloodline, donc ça veut dire lignée en français, et il est centré sur Leia, sur la place de Leia au Sénat de la Nouvelle République, parce qu'il y a une Nouvelle République.
6 ans avant le film. Et alors cette nouvelle république, du coup, qu'est-ce qu'elle est, d'où elle sort et pourquoi il y a une résistance? Donc cette nouvelle république, elle a été mise en place après la défaite de l'Empire, non pas sur Endor tel qu'on a pu le voir dans le film, mais plutôt sur Jakku. Dans le film, on a pu voir que Jakku est vraiment un terrain de guerre, un ancien terrain de guerre. Et il y a eu une très grande bataille sur cette planète 1 an après l'épisode 6. Et c'est suite à cette défaite impériale sur Jakku qu'a eu lieu un traité, le traité de concordance galactique, qui a mis fin à la guerre entre les rebelles et l'Empire, et que cette nouvelle république a pu émerger, notamment sous l'impulsion de Mon Mothma, personnage qu'on a pu voir dans l'épisode 6 et qu'on reverra bientôt dans Rogue One. Et donc ça, c'est pas dans Bloodlines qu'on raconte ça, c'est dans l'histoire. Ça, on a pu le voir dans un roman qui est sorti en français il n'y a pas très longtemps, Étoile perdue, ou dans le roman Riposte, qui est aussi sorti en français il y a quelques mois. Ok. Autre question, Kylo Ren, d'où il sort Encore une fois, je peux pas en dire beaucoup, mais en lisant Bloodline, on a beaucoup d'éléments de réponse sur Kylo Ren, sur sa famille, les relations qu'il entretient avec Yann, Leia et même Luke, et notamment quelques révélations sur son grand-père et comment il a appris la vérité sur son grand-père, Dark Vador. D'accord. Et tu peux vraiment rien nous dire de plus sur lui Sur Kylo Ren, je peux vous dire qu'il a environ une trentaine d'années. Voilà, je sais, malgré sa tête de gamin, il a environ 30 ans. En sachant que le film se passe 30 ans après l'épisode 6. Ok, donc ils sont bien amusés dans une UTO après la fête. C'est ça. Sans doute, d'accord. Est-ce qu'on pourrait revenir sur la Nouvelle République et parler de Coruscant, de cette planète, enfin de ce système de planètes qu'on voit exploser dans l'épisode 7? Est-ce que c'est Coruscant? Bah, heureusement que non. J'ai envie de dire Coruscant, c'est tellement iconique. Pendant le film, j'ai cru au début que c'était Coruscant. C'est qu'une demi-heure après, quand ils annoncent le nom du système dans le film, que c'est pas Coruscant. Et donc on apprend un peu après, dans certains livres, dans certains romans, que le système en question, donc c'est mentionné dans le film, mais c'est le système Osnian. C'est là que se trouve le Sénat, c'est là que se trouve le siège de cette nouvelle république que le Premier Ordre veut effacer. Et il faut savoir que donc, ce Sénat n'est pas sur Coruscant parce que le Sénat change régulièrement de place et manque de peau au moment du film. Le Sénat était sur le système Osnian, donc c'est le système Osnian qui a explosé. Voilà. Pas de bol. Et est-ce qu'on ne sait pas des choses sur les gens qu'on voyait justement pendant la séquence Pendant la séquence, il y a une courte scène où on voit des tas de gens sur un balcon, notamment un extraterrestre. Donc il faut savoir que cet extraterrestre, à ce moment-là, c'était le chancelier de la Nouvelle République. Et à côté de lui, il y avait une femme noire qui était en fait une envoyée de Leia à la Nouvelle République, envoyée que Leia avait envoyée pour... Ça se tient. Émissaire que Leia avait envoyé pour obtenir plus de support, et ça, encore une fois, on le découvre dans un roman qui est la novélisation de l'épisode 7. Je crois que je l'ai vu en vente dans la tente là-bas. Et cette novélisation inclut un grand nombre de scènes coupées du film, des scènes coupées donc, qui deviennent officielles grâce à cette novélisation. Et donc vous pouvez les découvrir dans ce roman. Bon, c'est bien, on fait de la pub. Est-ce que ça pourrait pas expliquer aussi des choses dans ce roman, par exemple sur un truc qu'on a beaucoup commenté comme le réveil de R2 qui sort un peu de nulle part Ouais. Beaucoup de gens ont critiqué le film à cause de ça, mais il faut savoir qu'il y a une explication totalement cohérente sur ce réveil de R2. Il y a toujours des explications cohérentes. C'est ça. C'est souvent les romanciers qui doivent expliquer les quelques soucis qu'on peut rencontrer dans les films. Et donc, à la fin du film, du Réveil de la Force, on découvre ce R2 qui s'anime comme par magie, pile quand on a besoin de lui. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, dans le film, il y a Rey qui arrive enfin sur la base de la Résistance, et elle leur dit que pendant sa torture par Kylo Ren a annoncé que le Premier Ordre était en possession de cette carte, qu'il était dans ce morceau de carte, qu'elle était dans leur archive. Alors, je vous rappelle que R2D2, dans l'épisode 4, il s'est connecté à l'Étoile Noire. Il s'est connecté à l'ensemble des archives impériales. Et donc, il a pu fouiller dans sa mémoire quand il a entendu que Rey savait que ce morceau de carte était en possession de l'Empire, du Premier Ordre. Il a pu retrouver ce morceau de carte et c'est pour ça qu'il s'est réactivé à ce moment-là dans le film. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est un peu facile comme explication? Moi, je trouve ça cohérent. Je trouve ça bien justement de récupérer un élément du tout premier film pour embrayer sur les suivants.
Ouais, mais en même temps, c'est une explication. Pour l'avoir, il faut avoir lu le bouquin. C'est vrai. Mais encore une fois, c'est une explication qui était dans le script de base dont s'est servi l'auteur du livre pour écrire le livre. À propos donc de ces histoires en plus de l'épisode 7, est-ce qu'il y a d'autres histoires qui permettent de vraiment étendre l'épisode 7 et de nous apprendre beaucoup de choses dessus? Alors, on peut noter une histoire sur C3PO. Vous avez pu découvrir, comme il l'a joliment dit dans le film, qu'il avait un bras rouge. Il y a un excellent comics qui vient de sortir aux États-Unis. Je crois que Panini a annoncé une sortie fin d'année en France. Et dans ce comics, on découvre pourquoi il a récupéré ce bras rouge, comment, dans quelles circonstances. Et c'est pas du tout une histoire anecdotique, hein. Il y a un véritable enjeu dans cette histoire, une véritable crise, si je puis dire, qui mène à cette récupération du bras rouge qui est finalement assez connotée au sein de ce comics. D'accord. Et avant de passer à la suite, bon, les liens de parenté, Rey, Skywalker, Solo, on sait pas. Pour ce qui est de Rey, je peux vous dire en tout cas que c'est pas la sœur jumelle de Kylo Ren. C'est une info que j'ai cru voir à droite à gauche, parce qu'ils ont absolument pas le même âge. Je vous ai dit que Ben Solo a environ 30 ans, Rey en a environ 20, donc... Solo a bien passé quelques mois dans la carbonite. J'espère pas. Enfin, j'espère que c'est pas le cas de Rey. Et Snoke, du coup, qu'est-ce qu'on sait de lui? Qu'est-ce qu'on saura de lui dans les romans, dans les BD Snoke, c'est un personnage qui restera vraiment propre au film. A priori, aucun autre média s'intéressera à Snoke tant qu'on n'aura pas eu quelques informations dans les films. Du coup, ça va me permettre de faire le lien avec... Hop, on va revenir au film. L'épisode 7, pour l'apprécier, est-ce qu'il ne faudrait pas le considérer comme une sorte d'introduction à cette nouvelle trilogie? Si, logiquement, on ne peut pas le prendre à part. Déjà, il y a le côté projet transmédia qui relie l'épisode à des comics, à des livres, on a dit. Mais en réalité, c'est une introduction parce qu'il présente les personnages, il présente des situations, il présente un contexte totalement nouveau par rapport à ce qu'on a connu, qui sera ensuite développé dans les films suivants. Donc c'est vrai qu'on se pose plein de questions à la vision du film, mais il va falloir attendre de voir ce que les films suivants vont nous annoncer concernant par exemple l'origine de Rey, concernant Luke, concernant les pouvoirs des uns et des autres, et le rôle des uns et des autres dans l'histoire. Finalement, c'est pas mal, parce que les gens qui veulent se contenter des films pourront se contenter des films et avoir des réponses satisfaisantes à ce moment-là. Alors oui, essentiellement. Mais c'est vrai que les comics et les livres apporteront beaucoup à la compréhension. Mais effectivement, on pourra se contenter des films lorsqu'ils seront sortis. On pourra en fait se faire une vraie idée lorsqu'on aura toute la trilogie. D'accord. On va changer un peu de sujet pour parler de tout le nouvel univers étendu. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont des questions sur l'épisode 7, sur des questions qui restent par rapport au film, par rapport à tout ça? Question devant. Bonjour. La question a été légèrement éludée. Je voulais juste savoir, on a parlé de lien de parenté de Rey par exemple. Pas vraiment répondu. Même si vous ne pouvez pas répondre, est-ce qu'on le connaît? Dans le roman que j'ai eu la chance de lire, en tout cas, c'est pas évoqué. Voilà. Merci. Et a priori, on ne devrait pas avoir d'informations supplémentaires, comme on disait, par rapport au film. Ils se gardent quand même des révélations qui ne sortiront que dans les films parce que c'est trop important. C'est vrai qu'on fantasme un peu le fameux « je suis mon père ». On va en lire en fait le miroir. Ça, on verra. D'accord. D'autres questions? Oui. Dans la scène de flashback, on voit Rey petite qui a abandonné son Jakku. Le vaisseau, est-ce qu'on a des informations sur lui? Ce vaisseau qui Ça, part, je sais loin. pas. Est-ce que... Il y a eu un parallèle sur un vaisseau qui a appartenu à Luke dans des très vieilles BD Marvel des années 77. Et il y a une certaine ressemblance, mais je ne l'ai pas trouvée flagrante. Après, combien il y a de vaisseaux qui sont apparus dans les comics ou dans les romans? Il y en a peut-être des milliers. Donc finalement, retrouver des correspondances de design sur un design qui est en plus assez simple. Bon. D'autres questions sur l'épisode 7? Oui. Peut-être une dernière. Oui, vous avez parlé du parallèle entre l'épisode 7 et l'épisode 4 dans la structure.
Est-ce que c'est pas un choix délibéré pour qu'on se concentre sur les personnages? Parce que très rapidement, Rey, Finn, on les a adoptés, et en moins d'un film, ouais, c'est eux les héros. Et est-ce que c'est pas cette simplicité ou cette habitude de la structure qui nous a permis de se concentrer sur les personnages et qu'on les adopte très rapidement? Moi personnellement, oui. J'ai l'impression qu'on nous a servi une recette qu'on connaissait très bien, mais pour nous présenter de nouvelles choses. Bon, après, ils auraient pu présenter plus de nouvelles choses, et puis peut-être sortir de la recette connue plus tôt, mais bon, on verra pour la suite. Donc on va passer maintenant à une dernière pour l'épisode 7. De toute façon, après la conférence, si vous voulez discuter, il n'y a pas de souci. Bonjour. On parlait justement de vaisseaux. Moi, ce qui m'avait étonné, c'était la pauvreté en termes de nombre de modèles de vaisseaux différents. La Rébellion a le X-Wing, un transporteur. L'Empire, c'est... Enfin, non, Premier Ordre, c'est l'Étail, le Resurgent. Est-ce que c'est un effet cinématographique qui vise juste à pouvoir introduire d'autres modèles dans le futur pour faire plus d'émerveillement et peut-être plus de jouets? Ou est-ce qu'il y a une raison historique au fait qu'on ait tellement de modèles de vaisseaux qui sont passés à la trappe? Alors, à vrai dire, là j'ai une réponse qui est purement subjective à proposer, j'ai rien lu là-dessus, mais je pense que si nous avait présenté l'épisode 7 avec des vaisseaux qu'on ne connaissait pas, une nouvelle forme de vaisseau pour les rebelles, pas de X-Wing, pas de TIE Fighter, pas de Destroyer pour les impériaux, le premier ordre. Déjà qu'il y a eu beaucoup de critiques sur ce film, je pense qu'il y aurait eu encore plus de critiques parce que les gens ne se seraient pas crus dans un Star Wars. Finalement, c'est aussi ça l'avantage d'avoir des planètes qui rappellent énormément les planètes de la trilogie. C'est que, d'accord, c'est des nouvelles planètes qui ressemblent beaucoup aux anciennes, mais on est encore dans l'ambiance de la trilogie. Et je pense que ce sera surtout pour la suite qu'ils vont s'amuser à créer de nouveaux designs et à multiplier vraiment tout ça. Encore une fois, c'est facile de faire le parallèle avec l'épisode 4, parce que dans l'épisode 4, encore une fois, on a X-Wing, Faucon, Destroyer, TIE et Étoile Noire. Y-Wing. Enfin, on a un transporteur de la résistance dans celui-là, voilà, qui ressemble au B-Wing. Pour la dernière question, dans les bandes annonces, il y a une séquence qu'on voit qui n'apparaît pas dans le film. Alors, ça c'est un peu volontaire, je crois. D'ailleurs, même les séquences quand on voit Finn qui se réveille sur Jakku, quand on compare avec le film, c'est une autre prise. Parce qu'il y a des éléments qui n'apparaissent pas dans le décor. Ouais. Dans une première version du scénario, Maz rejoignait la base de la Résistance avec Yann Solo et Finn, et a rencontré Leia à ce moment-là. Donc cette scène venait de cette partie, de cette ébauche du film qui a été tournée. Et dans un futur montage, il a été décidé que Maz n'avait pas tant de raisons que ça de rejoindre la base de la Résistance, et cette scène a été enlevée. Est-ce qu'au passage, on peut pas dire que les éditions Blu-ray, là, avec ces 2 minutes 30 de bonus de scènes coupées, c'est pas un peu aberrant par rapport aux 40 minutes qu'ils ont annoncé avoir tourné et avoir jeté? Surtout que j'ai découvert un grand nombre de scènes supplémentaires dans la novélisation, et elles n'y sont pas toutes dans les bonus, et pourtant je sais que certaines ont été tournées. Un peu dommage. C'est ce que je pensais quand j'ai lu la novélisation, et quelques semaines après ça a été annoncé qu'il n'y en aurait pas, donc j'ai été déçu, j'avoue. Alors, en même temps, ça doit faire, en 2016, ça fait pas loin de 20 ans que tout le monde crache sur Lucas qui fait des éditions spéciales de ses films. Si Disney commence à en faire, c'est peut-être pas une bonne idée. Oui, puis pour la bande-annonce, c'est pas surprenant. On se souvient que dans la bande-annonce de l'Empire contre-attaque, à l'époque, il y avait déjà des éléments de scène qui ne sont pas apparus dans le film. Donc ça, c'est pas une surprise en réalité. Souvent dans la bande-annonce, on met des éléments, des prises différentes. Je crois me souvenir qu'on voyait C3PO qui arrachait une affiche dans la bande-annonce de l'Empire contre-attaque, scène qui a été complètement coupée dans le film et qu'on n'a jamais vu réintégrer dans le film. Donc c'est pas surprenant en soi. On connaît un certain nombre d'acteurs du casting, on ne sait pas grand-chose sur les rôles des personnages.
On sait par exemple qu'il y aura Forest Whitaker, on sait qu'il y aura Felicity Jones, Diego Luna, un certain nombre d'acteurs, Alan Tudyk qui joue par exemple un personnage en motion capture, certainement un droïde, mais en réalité on ne sait pas grand-chose.